Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Bienvenue pour ce nouveau numéro du MAG School TV qui fête ses 1 an. 1 an déjà, un énorme merci à vous pour votre fidélité, que d'émissions réalisées, que de sujets abordés. On en profite bien sûr encore une fois pour vous remercier pour votre fidélité. C'est parti pour le sommaire de cette émission. C'est la journée de l'éducation. Quel écho pour cet événement international? Entre avancées et inquiétudes, Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, le MAG se focalise aujourd'hui sur Français Langue d'Accueil, l'association qui s'est donnée pour mission depuis 12 ans de faire découvrir notre pays, sa langue, mais aussi sa culture à des demandeurs d'asile. Vous le verrez dans un instant. Et puis la France est-elle encore bien accueillie? Quels sont les dispositifs mis en place? Sont-ils, oui ou non, suffisants? Comment changer le regard justement sur tous ces demandeurs d'asile? On pose la question dans un instant avec notre invité. Bonjour Olivier Toche. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le coprésident de l'association Français Langue d'Accueil. Bonjour et merci pour votre invitation et bon anniversaire donc à la chaîne. Merci, j'en profite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. Effectivement, je sais que vous œuvrez au quotidien notamment pour tous ces demandeurs d'asile. C'est parti pour la loupe avec Irina. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Qu'est-ce que la journée internationale de l'éducation? Alors il faut savoir que 244 millions d'enfants ne vont toujours pas à l'école et 771 millions d'adultes ne maîtrisent pas les bases en alphabétisation. On le sait, l'éducation c'est un droit humain, un bien et une responsabilité publique. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier journée internationale de l'éducation. Cette année, il s'agit de la 5e journée internationale de l'éducation et le thème c'est investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Et ce chiffre édifiant à présent, près de la moitié des enfants réfugiés n'est toujours pas scolarisés. Effectivement, selon le rapport 2022 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur l'éducation, le taux de scolarisation des réfugiés au niveau primaire pour l'année 2020-2021 est de 68%, un niveau inchangé par rapport à celui de l'année dernière. Au niveau pré-primaire, le taux est inférieur à 42%. Au niveau secondaire, il est de 37%. Et pour le supérieur, il n'atteint que les 6%. Le rapport montre également qu'il y a plus de garçons que de filles réfugiées scolarisées. Et pourtant, l'éducation, on le sait, est un droit fondamental. C'est un droit inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. L'éducation permet de protéger les enfants du travail forcé, de l'exploitation sexuelle et du mariage précoce. Et grâce à l'éducation, les jeunes réfugiés vont pouvoir avoir des connaissances et des compétences nécessaires pour vivre, pour être autonomes et pour être indépendants. Et c'est dans ce contexte, au vu de cette situation, que l'association Français Langue d'Accueil a été créée. L'association Français Langue d'Accueil a été fondée en 2010. Le co-président est d'ailleurs notre invité aujourd'hui, Olivier Toche. Pour cette association, il est primordial de maîtriser le français pour gagner en autonomie et pour trouver un travail. Elle propose donc des ateliers linguistiques. Chaque année, l'association accompagne environ 700 demandeurs d'emploi, 700 demandeurs d'asile et de réfugiés. Un programme de 9 heures d'ateliers de français par semaine est organisé pour chaque apprenant dans les locaux qui se situent dans les 9e, 10e, 11e, 18e et 19e arrondissements de Paris. L'association accompagne également les réfugiés dans leur insertion professionnelle grâce à des ateliers comme par exemple la rédaction de CV ou encore le vocabulaire sur les métiers. Et il y a également des activités culturelles comme des ateliers de conversation, de jeux de société, des sketchs ou des chansons animés par des bénévoles. L'objectif est simple, accueillir, faire découvrir la France, sa culture et sa langue. Et on en parle plus en détail, merci Irina, dans l'expression orale. C'est parti. L'expression orale, Irina le disait avec Olivier Toche, qui est le coprésident de l'association Français Langue d'Accueil. Monsieur le Président, si je puis dire, comment résonne justement cette journée internationale de l'éducation, notamment pour votre association? C'est un moment important, puisque vous l'avez rappelé, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés, d'enfants de réfugiés, de migrants en tout cas, qui n'ont pas accès à cette éducation-là. Et quand les migrants arrivent en France, leur première demande, c'est de pouvoir, pour être autonome, comme vous l'avez très bien dit, c'est de pouvoir parler, s'exprimer en français, pouvoir communiquer, pouvoir échanger. C'est quelque chose qui est vraiment important. Nous, notre association, la particularité, c'est qu'on reçoit des adultes. Très peu d'enfants encore. Et si vous l'avez rappelé, elle a été créée en 2010. Elle avait été même créée un peu avant, en 2008. C'est une initiative d'habitants
du 10e arrondissement de Paris, qui était un peu ému de la détresse, du dénuement des réfugiés et demandeurs d'asile, exilés, qui se retrouvaient dans le square Villemain. Beaucoup d'Afghans à l'époque, près du canal Saint-Martin, sous les tentes, tout à fait. Des Afghans, des Irakiens, des Iraniens, sous les tentes, vous vous en rappelez, et qui effectivement, lorsque des habitants du quartier les avaient rencontrés, invités à prendre un café, ne serait-ce que pour se réchauffer, à ce moment-là, leur première demande, c'est de dire on aimerait bien pouvoir échanger, parler. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'association, et les premiers ateliers d'ailleurs se sont faits dans un café avant que l'association prenne son ampleur, et des salles effectivement dans les différents un peu plus à partir de 2010. L'éducation en tant que droit fondamental, Irina en parlait, est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui d'après vous ? L'accès à l'apprentissage du français n'est pas forcément assuré, en tout cas pour les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'on attend souvent qu'ils aient le statut de réfugiés pour commencer des cours à l'OFI en particulier, alors qu'on pourrait, dès leur entrée sur le territoire, faire cet apprentissage du français. On voit des migrants qui arrivent et qui des fois ont eu des parcours migratoires assez exceptionnels, qui sont passés par l'Italie, l'Allemagne ou la Suède, et qui parfois, c'est surprenant, arrivent avec des bribes de suédois, d'allemand ou d'italien. Et nous, en France, on ne les met pas au français tout de suite, alors que je pense que ce serait la meilleure façon de les accueillir. La base. Français Langue d'accueil, l'association qui est donc née en 2010, même si effectivement les premiers c'était dès 2008, vous venez de le dire. Et ce sont justement les pratiquants, les apprenants qui en parlent le mieux. Ça donne ça. Bonjour, je m'appelle Shayan, j'ai 21 ans, je viens de l'Afghanistan, donc je suis en France depuis 2017. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis tibétaine, j'étais élève de français langue d'accueil. Je m'appelle Abdallah Hassan, je suis tchadien, je suis arrivé en France il y a 4 ans. Je m'appelle Janat Goul, j'ai 25 ans, je suis arrivé en France depuis 3 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes quand je suis arrivé en France parce que je parlais pas du tout français, je connais pas la France, je connais pas la ville. En arrivant en France, premier problème que j'ai eu, c'est la communication. Et deuxième chose, j'habitais dans la rue, presque normal, mais c'était les cas plus difficiles pour moi. Quand on arrive dans un pays, donc la première chose qui est importante, c'est la langue. Quand on ne connaît pas la langue, donc c'est vraiment compliqué à vivre et travailler dans un pays. Il y a beaucoup d'activités. J'ai appris la langue de français, culture de français. Ça, pour moi, c'est bien parce que je parle avec d'autres gens et j'ai appris beaucoup de choses. Ils ont plein d'outils qui peuvent être utiles pour moi. Ça veut dire qu'on apprend cours de français. Et de l'autre côté, il y a atelier technique de recherche de travail. 3 jours par semaine, j'apprenais cours simplement. Jeudi, j'apprenais comment on peut parler devant l'employeur. Ça veut dire que comment on peut faire un entretien, comment on peut s'en vendre. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, on a travaillé le vocabulaire dans le métier où on cherche du travail. Quels sont les vocabulaires qu'on utilise pour les lettres de motivation et pour le CV. Et après, il y a un suivi individuellement. Nous sommes allés dans plusieurs différents magasins pour déposer les CV. Et voilà. Ça m'a aidé comment je peux m'exprimer. Et ça m'a aidé comment on peut faire des recherches emploi. Et ça m'a aidé beaucoup en fait sur la confiance en soi. Olivier Toche, qu'est-ce qui vous surprend chez ces demandeurs d'asile ? Moi, ce qui m'a surpris quand j'étais bénévole et juste pour intervenir dans des ateliers sociolinguistiques, c'est leur énergie, leur volonté d'apprendre. C'est assez stupéfiant. Et la soif d'apprendre, c'est le fil conducteur. Leur soif d'apprendre. Je veux dire, en étant bénévole et travaillant dans la journée, vous rentrez harassé, vous commencez, vous ne savez pas comment vous allez trouver votre groupe, par exemple. Et là, c'est eux qui vous donnent l'énergie parce qu'ils ont tellement cette envie d'apprendre que c'est assez surprenant. Parce qu'ils savent que c'est leur chance de survie. Ouais. C'est effectivement la maîtrise de la langue. Au début, c'était des cours tous les samedis, c'est ça ? Quand vous avez commencé l'association ? Pour moi, non, ouais. C'était le soir. C'était le soir parce que comme je suis coprésident mais bénévole et que j'ai une activité professionnelle, effectivement, donc c'est plutôt les cours du soir. En principe, on a des bénévoles qui sont d'ailleurs plutôt des étudiants ou des jeunes professionnels qui interviennent le soir puisqu'ils travaillent la journée. Ça prend combien de temps, justement, si les gens qui nous regardent souhaitent devenir bénévoles et qu'ils souhaitent s'investir auprès de votre association ?
On exige à peu près 3 heures par semaine, voilà, comme engagement, et puis peut-être une inscription dans la durée pour que ça puisse au moins être sur un semestre. Puis on forme les bénévoles, donc effectivement, pour ça, cette formation doit être après pouvoir être utilisée, parce que c'est pas forcément évident d'intervenir auprès des apprenants qui sont parfois qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, donc il y a l'alphabétisation. Des fois, ça, on part de zéro, c'est ça. On peut partir de zéro, mais pas tous. Il y en a qui ont eu des parcours universitaires et du coup la problématique est assez différente. Vous êtes des journalistes par exemple ? Ça peut arriver, absolument. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'anglais, par exemple, une autre langue, ou quelqu'un qui n'a pas été scolarisé, même s'ils viennent du même pays, même s'ils parlent la même langue d'origine, sont quand même des profils très différents. Et du coup, on a des cursus qui sont chez nous différents entre l'alphabétisation, donc les pas scolarisés d'un côté, et d'autre part les cours de français langue étrangère, où là, ils ont des tests de niveau et ils commencent en débutant en A1, A2, et on va jusqu'au B1, qui est le niveau B1 permet l'acquisition de la nationalité française. Enfin, c'est une des conditions. Il faudra aller jusqu'au B2. Si vous connaissez tous les cadres européens communs de langue, pour pouvoir entrer à l'université, par exemple. Mais les ateliers se font toujours en groupe. Les ateliers se font toujours en groupe et on essaie de faire en sorte que ces ateliers soient mixtes, c'est-à-dire que les différentes nationalités soient représentées et qu'il y ait des hommes et des femmes. Alors, c'est pas toujours aussi facile, puisque on était à 20%, maintenant 25%, maintenant 30% de femmes. Et du coup, ce que vous rappeliez tout à l'heure dans l'introduction, l'accès à l'apprentissage du français des femmes est un sujet important. Donc on leur donne la priorité dans l'inscription à nos ateliers. Il y a combien d'heures de cours aujourd'hui distillées par l'association ? Il y a 22 classes par semaine qui se réunissent simultanément, multipliées par 9 heures ou un peu moins si c'est des cours du soir, puisque là c'est quand même un peu plus prenant, disons 9 heures, faites le calcul. Oui, ça fait beaucoup d'heures, une centaine d'heures de cours par semaine. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, vous, aujourd'hui, avec votre association ? Alors, les difficultés, effectivement, c'est le soutien financier, puisqu'il nous faut... On pourrait multiplier par 2 ou 3. La demande est là pour assurer des cours, mais il nous faut des salles. Alors, heureusement, on a une quinzaine de partenaires, centres sociaux, centres d'animation, lycées, etc., qui nous prêtent gracieusement leur salle pour assurer ces cours. Mais si on avait effectivement plus de prêts de salles, si on avait plus de soutien financier pour organiser, puisque vous l'avez dit, on est 150 bénévoles, vous l'aviez noté en tout cas. À côté, on a 6 salariés qui coordonnent un peu ces bénévoles, donc c'est quand même une tâche importante, vu le nombre de cours et le nombre d'heures d'activité. Vous avez fait appel à l'État ? On a fait appel à l'État, effectivement, on a des subventions de l'État, mais l'État ne nous subventionne que pour les apprenants qui ont le statut de réfugiés, pas pour les demandeurs d'asile. Après, on a un soutien de la ville de Paris, un soutien de la région, mais on compte aussi sur les dons pour pouvoir effectivement vivre et l'engagement des bénévoles sans qui on ne pourrait pas fonctionner. J'ai vu également que vous proposiez plusieurs kits pédagogiques. En quoi ça consiste ? Alors, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les manuels qui existent, par exemple, sur français langue étrangère, ne sont pas forcément adaptés aux migrants. C'est-à-dire, ils sont plus adaptés à des expatriés qui travaillent en ambassade, par exemple, qu'à cette population. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque au final ? Les exemples, les mises en situation qui sont données ne sont pas forcément... Pour vous donner un exemple, ayant fait animer un atelier en B1, il y avait une mise en situation où ils allaient à une agence immobilière pour trouver louer un appartement, etc. On leur parlait de caution, etc. Exposer ça à des personnes qui sont en centre d'hébergement, ça paraît un peu délicat. Encore qu'on peut des fois les projeter, parce qu'ils ont eux aussi le droit de rêver et de s'imaginer dans le futur, dans un parcours où ils seront dans cette situation-là. Olivier Toche, est-ce qu'on apprend à devenir français ? Devenir français, ça s'apprend ? Oui, je crois, parce qu'il y a quand même des différences culturelles qui sont sensibles. Donc on essaye en tout cas cette mixité que j'évoquais dans les ateliers, mixité des intervenants aussi. C'est des choses qu'ils apprennent tout de suite en arrivant. Ils veulent en tout cas s'insérer, donc ils veulent comprendre les codes et les postures et les valeurs qui structurent la société française. C'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'à côté des ateliers sociolinguistiques, on organise aussi des ateliers socioculturels où il y a les ateliers que vous évoquiez,
pied, ça peut être du chant, ça peut être du sport, mais ça peut être aussi des visites. Et par ailleurs, et c'était leur demande, puisqu'on a essayé de les interroger pour savoir ce qu'ils souhaitaient avoir en plus de ce que l'on leur proposait, ils ont demandé effectivement à mieux comprendre ces valeurs qui structurent la société française. Et c'est comme ça qu'on a monté un parcours qu'on a baptisé Parcours citoyen ou Vivre ensemble en France. Et comme on leur explique dans ces parcours liberté, égalité, fraternité, on leur explique la laïcité par exemple, qui sont quand même des notions complexes. Du coup, c'est les seuls ateliers pour lesquels on a recours à de l'interprétariat. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique justement après des parcours qui sont compliqués, pour ne pas dire parfois même tragiques ? Alors, c'est vrai qu'ils ont des fois des parcours d'exil qui sont très, très compliqués et tragiques. C'est vrai c'est un point sur lequel on a envie de se renforcer, en tout cas sur la santé mentale. Il y a d'autres associations qui interviennent, comme le Centre Primo Levi, par exemple, que vous connaissez sûrement, qui fait un travail remarquable de soutien, en particulier pour ceux qui ont été torturés dans leur pays d'origine et pour lesquels la situation peut être une situation post-traumatique. Mais quand ils sont à Français Langue d'Accueil, c'est un peu une parenthèse. Donc, on n'a pas forcément envie de revenir sur ce parcours traumatisant. Vous leur demandez pas, non, à la base. Jamais, d'accord. Ils ont envie de... Non, on le fait que si eux-mêmes ont envie de s'exprimer. Mais on ne va pas les interroger sur leur parcours, et je crois que c'est important, cette bienveillance. Cet accueil, de même qu'on ne leur demande pas leur papier, et de savoir quel est leur statut, on l'apprend au fur et à mesure, puisqu'ils sont tellement fiers quand ils ont le statut de réfugié, par exemple. Et j'imagine que des liens se créent entre les apprenants. Absolument. Ben là, vous avez vu dans le reportage Cheyenne, par exemple, qui a ouvert son petit restaurant rue Saint-Sauveur, par exemple. Et c'est vrai que régulièrement, c'est rue Saint-Sauveur dans le Paris 2e, donc vous pouvez y aller prendre le thé ou un plat afghan. Et effectivement, on peut en discuter. Et c'est vrai que ces liens se créent et ce sont toujours intéressants. Parce que nous aussi, on apprend des choses. Il est difficile de les mettre en confiance ? Non, je pense qu'ils sont quand ceux qui ont été pas ou peu scolarisés, des fois beaucoup plus de mal à communiquer. D'accord. Ceux qui sont pas confrontés dans leur situation, par exemple de travail avec des francophones, sont un peu plus fermés, mais il y a d'autres qui communiquent très bien. Donc c'est ces barrières qu'on essaie de faire tomber. L'info en plus avec Irina. Et pour cette information en plus, Irina, vous allez nous parler d'une école pour les réfugiés victimes de xénophobie. Oui, plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Dans les écoles, les jeunes réfugiés sont confrontés à la xénophobie de la part de leurs camarades et de leurs enseignants. La plupart ne sont pas notés ou privés de nourriture. Certains renoncent à aller à l'école. D'autres ne sont pas acceptés dans le public, faute de papiers et de moyens financiers. C'est pourquoi Colin Northmore, le proviseur de Sacred Heart College à Johannesburg, en Afrique du Sud, a lancé en 2008 le Free to Six. Alors c'est un programme conçu pour les réfugiés, dirigé par des réfugiés qui sont enseignants et qui sont également en attente de papier. Alors tous les jours, à partir de 15h, 175 enfants âgés de 5 à 13 ans en uniforme bleu suivent un programme pendant 3 heures, donc de 15h à 18h, d'où le nom du programme Free to Six, donc de 3 à 6. Ils apprennent l'anglais et les mathématiques, et 3 ans après avoir suivi ce programme, les élèves peuvent intégrer le système traditionnel avec des connaissances. Et d'ailleurs, une ancienne volontaire allemande de Free to Six a décidé de s'en inspirer à son retour pour lancer à son tour un programme de soutien destiné à de jeunes Syriens en Allemagne. Olivier Toche, est-ce que votre association Français Langue d'Accueil est amenée dans les prochains mois, prochaines années à évoluer ? Oui, on espère toujours se développer. Il faut de l'argent, j'imagine, c'est la même chose. Il faut effectivement des subventions pour ça et des dons, parce qu'il y a aussi des fondations privées qui nous aident. Comment on peut vous aider justement ? Comment on peut donner ? Alors on peut donner en envoyant un chèque à l'association. Donc je crois que l'adresse, je peux la rappeler ici. Allez-y, je vous en prie. 28 rue de l'Aqueduc, Paris 10e, donc 75 010 Paris. Pour un don, on peut aussi la soutenir en devenant bénévole. Plus on sera nombreux et plus on pourra assurer des ateliers, venir avec ses compétences, ou même sans ses compétences, puisqu'on assure une formation des bénévoles, et tout le monde peut devenir bénévole. Tout le monde peut. Vous avez du mal à en trouver aujourd'hui des bénévoles, ou ils affluent régulièrement ?
Ça a été un peu plus compliqué avec la période du Covid, puisque les gens ne voulaient pas s'engager et qu'il se trouve qu'on a des profils je parlais des jeunes professionnels qui interviennent le soir, mais pour assurer les ateliers la journée, on a plus de retraités, par exemple, qui s'investissent à ce moment-là. Et du coup, ça, avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué. Mais là, on est reparti sur le recrutement de nouveaux bénévoles. Donc, c'est ce qui me ravit à chaque fois. Et quel profil, justement, ont ces bénévoles? Il y a de tout, de tous les horizons, de toutes les classes sociales? Il y a un peu de tous les horizons. Il y a peut-être plus d'étudiants ou de jeunes professionnels sur les jeunes que de classes populaires, on va dire. Et les retraités, c'est beaucoup de jeunes retraités actifs, etc. Et donc, je pense que c'est important qu'ils viennent un peu de tous les horizons professionnels. Pas seulement d'anciens profs, par exemple, même s'il y en a. Est-ce que français... Vous, par exemple? Non, absolument pas. Est-ce que j'ai tenté. Est-ce que Français Langue d'Accueil est au final une association révélatrice de la situation que connaît la France par rapport justement à tous ces migrants, à tous ces demandeurs d'asile? Alors je suis persuadé, sans avoir fait d'inventaire, qu'il y a beaucoup d'autres associations comme la nôtre partout en France. Donc je crois qu'il y a une grande mobilisation et plein d'innovations, pas toujours soutenues aussi bien soutenues par les pouvoirs publics, en tout cas en France, parce que c'est aussi l'idée de pouvoir rétablir un accueil digne et faire en sorte qu'ils gardent, pour ceux qui ne resteraient pas, par exemple, un très bon souvenir de la France, ou ceux qui resteront, pouvoir s'insérer plus facilement dans notre pays. Est-ce que la France est encore bien accueillie aujourd'hui en 2023 ? Elle accueille bien. Quand on voit les tentes effectivement qui se multiplient sur le périphérique, autour du périphérique parisien, ou qui se multipliaient à l'époque sur le canal, c'est pas forcément ce qu'on aimerait donner en tout cas à ces migrants qui viennent ici en France avec l'idée du pays des droits de l'homme. Et je crois que des fois l'écart en tout cas est important. Nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a aussi toute une mobilisation, un engagement des Français, de tous les Français, qui des fois s'engagent sans trop savoir ce qu'ils vont faire et qui ensuite, comme moi d'ailleurs, avons changé notre regard sur les migrants. Comment on peut changer justement son regard sur les migrants ? Parce que quand on les rencontre, on se rend compte que c'est des jeunes qui ont envie de vie, qui ont envie de faire des choses, de construire, qui peuvent nous apporter plein de choses, qui peuvent nous apporter des compétences. Donc on attend aussi du projet de loi, effectivement, Asile et Immigration, qui a eu la possibilité d'accéder au travail plus facilement, puisque, vous l'avez dit en introduction, une de nos activités, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Donc ça, je crois que le logement, la profession sont aussi importants que peut-être l'apprentissage du français. En tout cas, les trois vont de pair. Justement, quels sont les axes de progrès en matière d'insertion professionnelle en France, justement pour toutes ces personnes ? Mais le barrage, il vient beaucoup sur les statuts, parce qu'en fait, on se rend compte effectivement qu'avec la reprise économique et avec les métiers en tension, il y a une très forte demande des entreprises pour recruter des réfugiés. Sauf qu'effectivement, pour pouvoir travailler en milieu professionnel, il faut un niveau de langue minimum, sinon c'est pas possible d'échanger. Et c'est là où notre rôle devient essentiel. Irina. Justement, pour les apprenants qui n'ont pas été scolarisés et qui arrivent dans vos ateliers linguistiques, par quoi on commence pour communiquer avec eux ? Mais là, on commence avec des jeux. Là, c'est vraiment c'est le plus difficile, à mon avis. C'est plus difficile que faire un cours en A2 ou en B1, donc dans des niveaux intermédiaires ou plus avancés en français. Et c'est là où les formations sont renforcées, en tout cas. C'est par le jeu, c'est par les jeux de rôle, la communication, c'est par la chanson, c'est par plein de choses ou d'exercices qui ont été un peu adaptés pour nos publics, qui sont mis en œuvre et qui leur permettent d'interagir. Est-ce que vous avez des motifs d'espoir pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines années, au vu de la situation ? J'espère beaucoup, en tout cas, que le soutien que nous recevons continuera à s'amplifier et que encore plus de Français, y compris de jeunes Français ou de Français plus âgés, s'engageront effectivement parce que apprendre notre propre langue à des étrangers, c'est quelque chose qui est relativement accessible et qui, du coup, permet ces échanges qui sont toujours très riches entre les différentes cultures. Que vous disent-ils justement quand ils arrivent à structurer leur première phrase ? Est-ce que vous voyez des attitudes, des sourires, une certaine fierté aussi d'apprendre notre langue, d'apprendre notre culture ?
Ils sont très fiers de se promener dans Paris, d'aller dans les musées. De pouvoir tout bêtement aussi se repérer, j'imagine. Récemment, on a fait une visite à l'hôtel de ville de Paris, par exemple, et ils étaient effectivement très fiers de partager avec un élu. On est en train de monter une visite à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'à chaque fois, ils sont très fiers. Mais parfois, il y a des moments où ils nous surprennent. Par exemple, on avait prévu une réunion à la mairie du 10e avec des primo-arrivants qui étaient vraiment récents en France, et ils n'osaient pas rentrer dans l'édifice parce qu'il y avait des clochetons, et ils pensaient que c'était une église et qu'ils n'avaient pas le droit d'y rentrer. Vous savez, la mairie du 10e arrondissement, à l'image de l'hôtel de ville de Paris, un immeuble néo-renaissance. Voilà, et c'est amusant parce qu'on a ces petits chocs culturels qui sont à chaque fois surprenants et amusants. Olivier Toche, on rappelle que vous êtes le coprésident de l'association Français Langue d'Accueil. Pour vous aider, on rappelle l'adresse ? 28 rue de l'Aqueduc, 75 010 Paris. On peut aussi faire des dons via Internet ? Absolument, sur le site Hello Asso. Hello Asso, merci encore d'avoir été avec nous, merci encore pour votre action d'être venu nous voir aujourd'hui dans School TV Le Mag. Ma chère Irina, on se retrouve demain ? Oui. Pour un nouveau... soyez pas triste comme ça. Ah mais non, je suis très contente. J'ai senti c'est parti du fond du cœur. Oui. Encore une fois, Patrice, je sais. Eh oui, jusqu'au bout. Un an que je vous supporte. Et bientôt 2. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.